Let's learn how to speak French because it's time for Frenching with Freakazoid. Bonjour classe, comment allez-vous? Bon, et maintenant, la leçon du jour. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Derniers de la classe, le podcast Penvo en rattrapage. Je suis toujours accompagné de mon comparse El Pollo Loco, William West, le tueur aux deux visages. Comment ça va, West? Ça va très bien, Toki, et toi? Ça va nickel. On a du pain sur la planche un peu aujourd'hui, et pourtant, on va faire un truc qu'on n'a pas encore fait, c'est-à-dire qu'on va traiter d'un seul dessin animé. Oui, mais c'est pas n'importe quel dessin animé. Non, c'est pas n'importe quel dessin animé. Mais c'est un peu marrant parce que jusque-là, le concept, c'était 4 dessins animés, et tu sais, ça me fait penser en fait à X-Files, qui avait un concept, et très vite, en fait, ils ont adopté le concept du Monster of the Week, genre au bout du 3e épisode, je crois. Ils se sont bien rendus compte qu'en fait, le Monster of the Week, c'était ce qui marchait le mieux. Et là, j'ai l'impression de faire un Monster of the Week, puisqu'on ne parle que d'un seul dessin animé, c'est Freakazoid, comme on l'a déjà vu dans le titre, puisqu'on est déjà dans le passé, en fait. Alors, qu'est-ce que c'est Freakazoid? Freakazoid, c'est un dessin animé de Warner Bros. En 24 épisodes, 2 saisons, et on retourne dans les années 90, puisque c'est sorti aux US de 1995 à 1997 sur la chaîne WB, qui est The Warner Bros. Et c'était au lancement de la chaîne, dès les premières programmations. Freakazoid en faisait partie. Et qui arrive en France en 1996 sur Canal+, avec la fameuse émission Déconne pas Bunny. Oui, c'est ce qui est cohérent. Oui, bien sûr. Ce qui est cohérent, hein, puisque de toute façon, c'est... on va en parler d'ailleurs, mais c'est cohérent puisque les Looney Tunes, donc qui appartiennent à la Warner, tout comme les super-héros d'ailleurs, ça nous donne de fait Freakazoid, en gros. C'est plus ou moins ça le concept de Freakazoid. C'est ça. C'est parce que c'est vrai qu'à la période de Freakazoid, on est dans ce qu'on appelle les... je ne sais pas d'ailleurs si on les appelle comme ça, mais ces dessins animés un peu concept où en un épisode, on a plusieurs épisodes, plusieurs choses qui se passent. Donc on a les Tiny Toons, les Animaniacs et descendants des Animaniacs, Freakazoid, qui reprend le concept des Animaniacs sur le fait qu'on a plusieurs choses qui se passent et plusieurs petits épisodes pour faire un épisode complet. Alors là, tu t'emportes, hein, tu vas un peu vite. Là, il faut recontextualiser. Donc c'est totalement vrai, mais il faut recontextualiser un peu. On va peut-être retourner en arrière un petit peu. On va retourner dans les années 80. On va retourner en 81, si je dis pas de bêtises. Comme d'hab, j'ai envie de dire. C'est le concept de l'émission de toute façon. Hein. On est imprécis. Pourquoi 81 Parce que Steven Spielberg en 80, il lance la société de production Amblin Entertainment, qui nous donnera donc une pelletée de chefs-d'œuvre complètement dingues et des choses un peu moins incroyables, mais tout aussi fantastiques malgré tout, hein, puisque c'est sa société de production avec laquelle donc il signera la majorité de ses films et des productions aussi de Joe Dante d'ailleurs. D'ailleurs, le logo c'était E.T. dans le vélo. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai un problème avec les dates parce qu'E.T. c'est 82. Techniquement, je pense ne pas me tromper, ça doit être 81 et je suis quasiment sûr de moi au final. Mais ouais, le logo, donc je crois que le logo arrive du coup de fait un peu plus tard, puisque E.T. sort en 82. Et on a eu les Gremlins. En fait, pourquoi je parle de... Parce que oui, je pourrais citer tout un panel de films sortis d'Amblin, genre les... Donc, tu vas avoir donc, Jurassic Park, tu vas avoir quasiment tous les films d'ailleurs de Spielberg. Donc des films de Joe Dante comme Small Soldier, si je ne dis pas de bêtises. Oh, il était génial, ça. Moi, j'aimerais bien réhabiliter ce film, parce que je crois qu'il est mal aimé, en fait, mais alors qu'il est trop cool. Mais c'est cool. Tu vas avoir donc les Gremlins, enfin bref, tout un tas de choses cool, mais vraiment donc dirigé par Spielberg. Et Spielberg, lui, son concept, c'est de faire des trucs quand même un peu fun, même s'il y a des trucs très premier degré chez Spielberg. Je veux dire que il n'y a pas de blague en soi dans un Jurassic Park. En soi, je veux dire, c'est pas un film pour être marrant, quoi.
qui a été fait pour être drôle. Mais il a ce côté good vibe années 80 qu'il affectionne et puis qu'il maîtrise, j'ai envie de dire. Et ce qui se passe avec la Warner, c'est qu'il arrive en messie, totalement, puisque en 90, donc il met des billes par le biais d'Amblin, donc dans la Warner, pour développer du dessin animé. Et en fait, c'est un peu comme un sauveur, en gros. Il arrive un peu comme un messie, parce que en réalité, les dessins animés des années 80, c'est super moribond. Nous, on les connaît parce qu'on a eu beaucoup de replays, mais en vrai, il n'y a pas tant de trucs que ça qui sont sortis dans les années 80. Et en fait, l'année 90, donc vraiment les années 90, dès le début de l'année 90, c'est un peu le revival des dessins animés. Et notamment grâce donc aux Tiny Toons, qui arrivent à ce moment-là. Donc, complètement donc, des billes de Spielberg. Et il va remettre au goût du jour donc, les Looney Tunes, donc Bugs Bunny, etc., mais de manière plus jeune. Et il va faire aussi donc, le premier concept qui, on va dire, qui tente à la manière de Qui veut la peau de Roger Rabbit, de mettre les dessins animés dans un monde réel, donc avec le côté studio Warner, etc. C'est un carton. Genre, c'est colossal, les Tiny Toons, c'est ultra vénère. Et effectivement, juste après, les Animaniacs, où là, par contre, on est complètement dans le métatexte. Oui. Donc là, on est sur un dessin animé qui se prend au sérieux dans sa localisation, on va dire, mais qui est complètement loufoque, qui part dans tous les sens et qui nous donne des épisodes complètement fous, déjà qui crée des personnages complètement fous. Bah, déjà, dans la base même du dessin animé qui le rend méta, c'est que c'est censé être des personnages qui ont été oubliés et enfermés dans les coffres de la Warner Bros. Et qui s'en échappent et du coup commencent vadrouiller et à faire leur aventure qui est plus loufoque les unes que les autres. Ah, et tu vas voir, parce que donc les Animaniacs, donc c'est trois frères et sœurs, Yako, Wako et Dot, de mémoire. Alors ça, par contre, j'ai pas l'info de est-ce que c'est une volonté directe de Spielberg d'implanter un peu de film, mais je pense que c'est juste dans le cahier des charges, c'est-à-dire que comme ça se passe dans les studios de la Warner, littéralement le dessin animé se passe là, en fait dans tous les sens du terme en gros, il va pas mal citer des films, notamment par exemple dans l'idée, donc ce que tu disais, c'est que on va faire des personnages, mais on va raconter plein de petites histoires, mais avec d'autres personnages. Et on pourra les citer d'ailleurs. C'est pas un podcast sur les Animaniacs ni les Teen Titans, mais en fait le contexte il est ultra important pour le Freakazoid. Et tu vas avoir par exemple les pigeons affranchis. Donc nous c'était la version française des pigeons affranchis. Je crois qu'aux États-Unis ça s'appelle Godfather. Je sais pour le parrain, mais avec la blague des plumes de pigeons. Et l'intro donc du dessin animé, c'est le personnage qui dit, un des pigeons qui dit aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être un pigeon affranchi. Donc littéralement l'intro du film Les Affranchis de Martin Scorsese. Ça m'a toujours tué de rire d'ailleurs. Donc c'est une citation directe au cinéma et un grand film d'ailleurs. En gros, oui, on est complètement dans un métatexte assumé, mais cohérent. Enfin, c'est-à-dire que ça ne te sort jamais vraiment de ce que tu es en train de regarder, et avec des concepts aussi. Il y a des concepts qui sont débiles, et il y a des concepts qui sont juste fantastiques, comme bonne et mauvaise idée. Oui. Tu te rappelles de ça? Je me rappelle très bien, oui. Donc l'idée de bonne idée, mauvaise idée, c'était de te présenter une situation en te disant bonne idée, faire ça, mauvaise idée, faire l'inverse, et c'est toujours des trucs qui n'avaient aucun sens, tu vois. Et tu vas voir ça, et puis je pense, en tout cas de mon point de vue, le truc qui reste dans les mémoires quand on pense aux Animaniacs, c'est effectivement Minus et Cortex. Oui, donc c'est effectivement qui ont eu après une série spin-off d'ailleurs. Ouais. Telle que Freakazoid, dont on va plus s'étendre. Il y a juste un truc sur lequel je voulais revenir, c'est que tu disais que avant les années 90 et le revival pour moi il était vraiment pour la Warner, parce que de l'autre côté, on avait Disney qui boostait, on avait les chaînes typiquement Cartoon Network et Nickelodeon. Non, Nickelodeon arrivait en 90, mais Cartoon Network fonctionnait, avait des bonnes séries déjà, avec pour l'époque, ça récupérait surtout le Hanna-Barbera.
Donc c'est vraiment la Warner qui, eux, avaient dû peiner pour avoir du contenu de cartoon, on va dire, et qui en 90 se sont vraiment libérés, notamment avec le grand succès de Batman. Je le mentionne parce que dans les créateurs de Freakazoid, on retrouve les producteurs de Batman. Donc on a en fait à ce moment-là un trio de personnes qui sont successful, qui est Steven Spielberg, Bruce Timm et Paul Dini et Bruce Timm. Et du coup, ces trois personnes décident de produire, puisque ce n'est pas du tout le style de Steven Spielberg, un cartoon sur un super-héros, qui est Freakazoid. Ouais, mais tu vois, en gros, quand les Tiny Toons arrivent en 90, pourquoi en fait c'est plus ou moins une date marquante? C'est parce que en réalité, toutes les productions, en fait, si tu regardes bien, c'est quasiment tout ce qu'on dit. C'est quasiment en fait cette décennie-là dont on parle systématiquement dans les podcasts. Alors oui, ça correspond à notre jeunesse, mais c'est justement à partir de cette date-là que tu vas retrouver des productions originales qui vont arriver en masse, les unes après les autres. Ouais. Il y a un regain d'intérêt pour les dessins animés avec les Tiny Toons. Et justement, Batman, lui, il arrive après. Donc effectivement, en parallèle des Tiny Toons et des Animaniacs, dans un studio voisin, on laisse la place donc, aux créatifs. Alors, on laisse la place avec une histoire un peu plus compliquée que ça, mais là, on ne peut pas en parler parce que de toute façon, ce n'est pas le sujet. Et il y a des gens très compétents qui en ont parlé avant nous. Et surtout, je le reprécise, mais vous pouvez trouver un documentaire officiel de Warner sur la création de Batman. Donc là, on ne peut pas faire mieux, en gros, puisque on rentre directement avec les créateurs. C'est eux qui racontent cette histoire avec des images d'archives, des trucs introuvables. C'est disponible, et c'est disponible gratuitement. Donc, mais ils font ça de leur côté, et ils arrivent à obtenir une liberté qui est assez folle. On en a déjà, on avait évoqué le sujet dans un précédent podcast, mais voilà, pour rappel, à cette époque-là, la censure est assez fâchée. Et Batman, lui, se permet de montrer des armes à feu qui tirent des vraies balles, quoi. Là où les autres dessins animés sont tenus par la loi de montrer des armes à rayon laser, puisque une arme à feu est comme ça. Effectivement. Exactement. Et effectivement, donc Bruce Timm et Paul Dini, je crois que Paul Dini arrive un peu après, mais ils sont effectivement extrêmement forts. C'est des créatifs, c'est notamment eux qui créent Harley Quinn, donc un personnage qui n'existe pas dans la BD Batman, je le reprécise, même si tout le monde le sait, mais on s'en fiche. C'est important de le redire. Avec des designs en fait qui leur appartiennent, quoi. Ils ont vraiment apporté un véritable univers, une vraie note d'intention avec leur Batman. Et je pense que de fait, d'un côté, donc dans le même studio, d'un côté on a Steven Spielberg qui enchaîne 2 succès, et en parallèle, parce que 92, je crois que les Animaniacs ils arrivent en 93, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, je crois. Et donc Batman c'est 92, donc ça veut dire que ils se sont plus ou moins chevauchés. En parallèle, ils avaient 2 succès complètement dingues, donc un de Steven Spielberg, un autre de Paul Dini et Bruce Timm. Oui, en fait, tu t'ouvres la porte d'en face et c'était obligé qu'ils se rencontrent. Alors, est-ce de s'entendre? Visiblement non, mais de se rencontrer, oui. Donc effectivement, ils se rencontrent et ils décident de monter ce projet donc de toutes pièces à 3. Donc produit par Amblin, en tout cas en partie, et diffusé donc par la Warner. Ils vont effectivement créer tout cet univers de super-héros qui est plus ou moins une parodie en fait. C'est littéralement une parodie de dessin animé de super-héros, mais qui ne devait pas être une parodie de dessin animé de super-héros à la base. C'est ça. Effectivement, à la base, c'était puisque Paul Dini et Bruce Timm sont un peu plus sur un peu plus spécialisés sur les univers de super-héros, et donc avaient comme idée un dessin animé assez sérieux, qui au fur et à mesure, je ne me rappelle plus pourquoi et par qui exactement, peut-être à cette info, s'est transformé en fait par une série gag plutôt que une série très très sérieuse. Moi, j'aimerais revenir un peu plus sur
sur le fond et l'histoire en fait de Freakazoid, parce que ça, je pense que c'est l'un des attraits de ce dessin animé. Donc déjà, pour resituer l'histoire, en fait, on est... Ah, c'est vrai qu'on n'a même pas parlé de l'histoire. on étudie l'histoire. Donc Freakazoid est l'alter ego de Dexter Douglas, qui est un geek, littéralement, donc fan de tout ce qui est ordinateur, PC, etc. On se rappelle qu'on est dans les années 90, donc début de l'Internet. On peut même juste préciser, rien que son nom, c'est déjà une blague, parce que Dexter Douglas, c'est Dédé, et c'est un truc que Stan Lee avait plus ou moins instauré dans les bandes dessinées super-héros, c'est-à-dire de faire en sorte que ces personnages aient un prénom et un nom qui commencent par la même lettre. Donc on pense à Peter Parker, Bruce Banner, Scott Summer. Exactement. Ouais. Matt Murdock, comment l'oublier lui ? Parce qu'en plus, Matt Murdock est Dédé Daredevil. Et donc qui est un geek et à cause d'un bug sur son PC, reçoit des pouvoirs qui lui permettent de se transformer en super-héros Freakazoid. Ces pouvoirs lui permettent d'avoir toutes les informations d'Internet, une super force, une super vitesse. Et je ne sais pas si on peut dire que ça fait partie de ses pouvoirs, mais en tout cas, de pouvoir briser le fourth wall, comme ils aiment dire, le quatrième mur. Est-ce que tu peux répéter cette information aussi ? Le fourth wall. Une chose qui est assez intéressante, c'est que le fait qu'il ait toutes les informations d'Internet le rend complètement fou. Oui. Il est complètement cinglé, mais c'est pas de son fait, en fait. C'est juste parce que il a toutes les informations d'Internet, et comme on le sait, sur Internet, on a le pire comme le meilleur. Non, mais on est en 80... Non. Mais ça m'a toujours fait rire. Parce que nous, on n'a pas de PC à ce moment-là. Non. Donc Internet, non, on n'a pas ça. En 95, enfin en 96 quand ça a été diffusé. D'ailleurs, je crois même pas l'avoir vu en 96, Freakazoid. J'ai dû le voir l'année suivante, parce que ça doit être l'année suivante où il est sur France 2 ou France 3, un truc comme ça. Ouais, après il passe sur France 2. En fait, là on sent qu'il y a Spielberg derrière, parce que ça fait tellement film des années 80. En fait, c'est avec ce genre de délire que tu comprends que c'est des vieux, entre guillemets, parce que c'est pas non plus des vieux, quoi. Mais c'est des mecs qui ont grandi dans les années 80, qui font un dessin animé pour les années 90, mais avec leur goût à eux, quoi. Parce que c'est tellement Tron, donc Tron qui est sorti en 82, mais c'est tellement ce délire-là de si on faisait rapetisser des trucs et on les mettait dans un autre endroit, tu vois. Chérie, j'ai rétréci les gosses. Donc ce genre de truc, il n'y a pas d'explication. Le mec, il clique sur un truc, je crois que c'est un orage. Enfin, il y a une tempête, je crois, dehors, et ça bousille son ordinateur, et il se fait aspirer par son ordinateur. Non, c'est son chat qui punch sur le clavier. Ah, c'est pire que ça. En fait. Et ça crée un code, et ça... c'était quoi ? C'était son processeur qui avait un espèce de bug dedans, et en tapant ce code spécifique, ça lance le bug qu'il fait effectivement se faire aspirer dans son ordinateur. Ça s'appelle pas un scénario. Mais attention, on est dans Freakazoid, faut le savoir. C'est-à-dire que, à part cette partie qui est la plus sensée du dessin animé, tout le reste après c'est loufoque. Donc le fait que le chat active un bug dans un processeur, pour moi c'est la chose la moins loufoque qu'il y a dans ce cartoon. Ah oui, je réponds du coup à ce que tu disais. Oui, pourquoi est-ce que on est passé d'un dessin animé parce que en gros, Bruce Timm et Paul Dini, c'était très simple. Eux, ils ont dit on va créer de toutes pièces un nouveau dessin animé, donc quelque chose qui n'existe pas techniquement. Ça aussi, on va en reparler, parce que je peux mettre des guillemets, tu vois, sur ce qui n'existe pas. Et ça devait être très sérieux, ça devait être très premier degré. Et en gros, si j'ai bien compris, le concept, c'était que le dessin animé se passe comme un dessin animé de super-héros classique, donc avec une intrigue, un méchant à combattre, etc. Et ça devait se finir par une blague. Sauf que Spielberg en a décidé autrement, et en fait, c'est suite aux multiples demandes de modification de Spielberg que Bruce Timm, qui était ultra investi au début du dessin animé, en fait, va se retirer progressivement et dire en fait, ça m'intéresse pas vraiment votre truc. Sachant que
de fait, il travaillait aussi sur un Batman, sur Justice League qui arrive plus tard. Le contrat, entre guillemets, c'était de faire de Freakazoid le pont entre les dessins animés, les Tiny Toons, les Animaniacs, en fait, toute cette vibe-là de dessins animés un peu clownesques, pour arriver au dessin animé de super-héros. Il devait faire le pont, en fait. D'où le fait que ça devait être très sérieux et faire des blagues à la fin. C'était une espèce d'effet miroir qu'il voulait donner, parce que donc il y a eu plusieurs séries de Batman. Il y a eu notamment les nouvelles aventures de Batman, je crois, où le générique change et on a Robin maintenant. Et en fait, c'est plus ce générique incroyable où il n'y a pas écrit Batman dans le générique d'ailleurs. Et là, c'est des images en fait du dessin animé qui sont accolées pour faire un générique. Et ça devait arriver jusqu'à Justice League qui arrive en 2001. Donc, Freakazoid, il avait vraiment une mission en fait. La création de Freakazoid, c'était vraiment ça. Ça a été conçu pour ça. Sauf que trop sérieux pour Spielberg, il va demander des modifications. Ils vont pas accepter forcément, on va dire, de manière. Ils vont pas juste acquiescer à Spielberg. Ils vont quand même tenter malgré tout d'imposer leur vision. Mais Spielberg va en décider autrement. En fait, il va mettre à la tête de Freakazoid, donc Tom Ruegger. Et Tom Ruegger, c'est déjà, il a bossé donc sur les Tiny Toons et sur Animaniacs. Donc, en fait, pour lui, c'est un gars qui est sûr. Il est sûr, en fait, du rendu et du potentiel succès de ses productions. Techniquement, si je dis pas de bêtises, Tom Ruegger, c'est une création originale, les Animaniacs. Et Minus et Cortex, ça lui appartient. C'est vraiment lui qui a fait ça, quoi. Il va gérer Freakazoid et il va le gérer comme l'entend Spielberg, c'est-à-dire en faisant un dessin animé complètement fou, avec des gags dans tous les sens et un univers qui est limite incompréhensible, tellement ça part dans tous les sens. Et c'est vrai, pour retourner, ce que tu dis, c'est qu'on se rend compte dans ce dessin animé qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de références aux super-héros, aux autres dessins animés de super-héros. Ouais. Notamment, il y en a qui sont très explicites. Il y a un épisode où on voit le générique de Batman et ou d'autres épisodes où on lui pose des questions à une conférence de presse sur Superman. Donc il y a énormément de références à l'univers DC en général, aux super-héros de DC. Il y a des apparences aussi. Freakazoid, le design de Freakazoid, c'est Batman et le Joker. Ah ouais, j'avais pas... Ça a été designé comme ça, en fait. D'accord. Ils ont pris le design du Joker. Et en fait, tu t'en rends compte avec le visage allongé du bonhomme. C'est le visage du Joker. Enfin, c'est les deux designs fusionnés et ça donne Freakazoid. D'accord. Parce qu'il y a une autre histoire sur ça. On reviendra après, mais il y a une autre histoire sur le design de Freakazoid. Je sais où tu vas, mais non, c'est sûr. C'est complètement sûr. Mais oui. D'accord. Mais vas-y. Et donc oui, c'est vrai que y a beaucoup, beaucoup de références, notamment la manière dont il se transforme, en fait. Comme Shazam, il doit dire Shazam pour se transformer, Freakazoid Dexter Douglas doit dire Freak Out ou Freak In. Freak Out pour se transformer, Freak In pour se détransformer, redevenir Dexter Douglas. Donc, on a des vrais parallèles aux super-héros classiques. Ça se retrouve à différents niveaux et moi il y a aussi des choses que j'ai remarquées par rapport aussi à ses ennemis. Typiquement en regardant sa liste d'ennemis, on voit il y en a un de ses ennemis, en anglais son nom c'est The Lob, je me rappelle plus c'est quoi son nom en français. Je crois que c'était pareil. C'était pareil, je crois. Qui pour moi me fait penser à Maestro, l'ennemi de Hulk, qui est un espèce de gros cerveau. On a aussi Candlejack, qui est pour moi juste l'épouvantail de l'ennemi de Batman, tu vois. Ou sinon Grottman, ici ça Grottman, qui est pour moi Groot, le Frankenstein ou le Hulk de DC. Ah, je le voyais pas comme ça. Ouais. Oui. Tu voyais plus quoi? Je voyais rien en fait. Ah d'accord. C'est le genre de truc où je m'étais même pas posé la question sur les ennemis parce que je les trouvais... ils tirent vraiment... Autant Batman, c'est Batman, donc voilà, mais Batman, c'est ses ennemis. On a vraiment mis l'accent, et vraiment en plus sur le dessin animé, c'est assez spectaculaire. Comment est-ce que l'accent est mis sur les ennemis? Comment est-ce qu'on les introduit? Comment est-ce qu'on les met en scène? Comment est-ce qu'on raconte leur histoire? C'est plus ou moins ça le sel en fait de Batman, c'est de se rendre compte de ce genre de trucs.
Là, Freakazoid, il tire la lumière vers lui, mais bien de sûr. manière incroyable, quoi. Oui, oui. Ils sont complètement secondaires, ces ennemis, dans le dessin animé. C'est vrai, effectivement. Et puis, il y avait aussi d'autres choses. Par exemple, typiquement, il avait un majordome Oui. dans sa freak cave. Il avait une freak mobile. Et le majordome qui fait référence évidemment à Alfred, mais aussi par le fait il était muet au majordome de Zorro. Oui, à Bernardo. Ouais, voilà, exactement. Donc voilà, il y a plein de références à l'univers du comics et aux super-héros de DC, mais pas uniquement. Il y a aussi, tout l'univers comics et a des références qui sont dans ce dessin animé. Donc c'est vraiment le pont entre la série comique Animaniacs et l'univers des super-héros dans son aspect le plus basique, on va dire. Oui, et donc, le Freakazoid, effectivement, fait des références, mais est techniquement une adaptation à non assumée, même si, en fait, je crois que c'est Bruce Timm qui a fini par le dire. Oui, on a utilisé pas mal d'éléments, en fait, donc du comics Madman. Et je pense que c'est là où tu voulais aller par rapport donc, au design du personnage. Alors, juste avant de parler de Madman, moi, je trouve pas qu'il ressemble tant que ça à Madman physiquement, Freakazoid. Par contre, donc, pour moi, c'est vraiment ça. Ils ont vraiment pris Batman et le Joker pour faire le design. Par contre, oui, c'est complètement Madman, quoi. Le caractère du... En fait, c'est pas le caractère du personnage de Freakazoid qui est complètement Madman, c'est l'univers qui est complètement celui de Madman, parce que c'est un univers qui est complètement fou, en fait. Tu veux parler de Madman ? Tu veux que je m'en charge ? Oui. Je m'en charge. Donc, Madman, c'est un... j'ai même pas la date en tête, je suis désolé. Madman, c'est une bande dessinée qui a été écrite par Michael Red. Je sais même pas si ça se prononce comme ça, d'ailleurs. Oui, je crois que c'est ça, Michael Red. Donc, sur un... 91, 92. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, si, c'est ça. C'est juste avant Freakazoid. Juste avant. C'est vraiment juste avant. T'as complètement raison. C'est pas la même histoire, vraiment. Donc, l'histoire de Madman... ça fait longtemps en même temps. L'histoire de Madman, ça doit être... Donc, techniquement, c'est un mec, je crois qu'il a un accident de voiture. Il meurt. Il est ressuscité par 2 scientifiques qui le recousent un peu à la manière de Frankenstein. Et d'ailleurs, c'est le nom du personnage. C'est-à-dire que comme il a perdu, la mémoire, quand les 2 scientifiques le ramènent à la vie, il lui donne comme nom et prénom 2 personnages en fait qui cartonnent, selon leurs critères, qui sont Frank Sinatra et Albert Einstein. Donc ça donne Frank Einstein, évidemment, donc une référence directement au professeur Frankenstein et à sa créature. Et en le rabibochant, ça lui donne des pouvoirs. Et des pouvoirs notamment de voyager dans un espace étrange ou dans une espèce de ville un peu complètement tarée. Et t'as un univers, mais j'avoue, qui est complètement déjanté dans Madman. C'est assez dingue. Et c'est un gros succès d'ailleurs de mémoire Batman. Madman, pardon, pas Batman. C'est un gros succès Batman aussi. Et je crois que t'as carrément un épisode de Madman avec Superman. Oui. Effectivement, ouais. Qui existe, que j'ai pas lu. Ça, par contre, j'ai aucune idée de ce qui se passe dedans. Et en fait, ça a créé plus ou moins une petite polémique. Alors, apparemment, très vite désamorcée, parce que est reproché donc à Bruce Timm de n'avoir jamais cité explicitement donc à Michael Red. Et Michael Red de se rendre compte finalement que tout l'univers qu'il avait créé est transposé à l'écran, mais sans jamais que son nom apparaisse où que ce soit, quoi. Les personnages sont différents, parce que t'en as un, c'est un comique en fait. Oui. Moi, je me rappelle, quand je regardais Freakazoid, j'ai tout de suite pensé à The Mask. Dans le côté, j'ai tous les pouvoirs en fait, parce que oui, t'as cité ses pouvoirs, mais quand tu regardes la série, tu te rends bien compte qu'en fait, il fait ce qu'il veut, le perso. S'il veut devenir une fusée, il devient une fusée, quoi, et c'est comme ça. Il voulait voler. Oui, c'est extrêmement drôle. C'est très drôle. Ah oui, parce que oui, pour comprendre la blague, c'est que Freakazoid ne sait pas voler, mais il lève les bras et il souffle et il marche. Mais il arrive en volant. Donc, le ressort comique, c'est que quand il se passait quelque chose d'incroyable, il arrivait en volant, c'est-à-dire à pied.
En faisant le bruit le bruit du vent. Mais tu vois, de toute façon, moi, j'ai pas suivi cette polémique parce que on était trop petits. Non. Et comme je le reprécise, on n'avait pas Internet. Donc, c'était effectivement la boîte magique, Internet. En fait, c'est ça qui est aussi, je pense, était intelligent, mais qui date Freakazoid. Ça le date instantanément, c'est que on parle d'un moment où, là, aujourd'hui, tout le monde connaît Internet. Donc, ce serait facile, en fait, de rentrer dans l'univers de Freakazoid. En fait, on se rend bien compte qu'Internet, ça ne marche pas comme ça, quoi. Mais c'est justement parce que ça attisait une espèce de... je sais pas comment le formuler, mais il y avait des rêves, en fait, avec Internet. Il y avait une espèce d'inconnu qui arrivait. Et donc, c'était effectivement un vivier incroyable pour écrire des histoires, au final. Comme tu l'as dit, Tron et d'autres. Hein, il y en a eu pas mal sur Internet sur ce que pouvait faire Internet dans l'imaginaire. L'ordinateur. Ouais. C'était plus l'ordinateur, parce que même tu avais le cobaye, tu sais, à l'époque, avec Pierce Brosnan, d'ailleurs, où il y avait comment ça s'appelle, il y avait une espèce d'introduction donc, à la réalité virtuelle, et le personnage devenait une déité complètement folle, et il faisait un peu tout et n'importe quoi, très à la Akira, d'ailleurs, hein, très Tetsuo, où c'était complètement ouf, le mec se vengeait de tout le monde, et avec des pouvoirs psychiques d'ailleurs. Mais ouais, il y avait un vrai truc un PC, c'est génial, c'est un rêve, quoi, tu vois, tu peux imaginer tout et n'importe quoi dessus. Bah d'ailleurs, juste pour... on va pas s'étendre longtemps, mais je sais pas si tu te rappelles Code Lysa. Mais totalement, Code Lysa, oui, qui était à la base un téléfilm, qui est devenu une série. Ouais. Mais c'est ça, oui, nous on crée une femme, et on crée une femme comment? Avec un ordinateur, et il y a un éclair. Les deux fous, ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment la vibe, et tu vois, c'est un truc des années 80. Parce que Code Lysa, le téléfilm, c'est un film des années 80, et nous on y a eu droit gamin dans les années 90. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment une vibe datée dans Freakazoid, dans le concept même de comment t'introduis le personnage. Et c'est assez marrant quand même. On peut préciser que absolument toutes les boîtes de prod vont travailler là-dessus, tout comme les Animaniacs. On en avait cité dans le précédent podcast. Moi j'avais parlé de Passy, t'avais parlé de c'était quoi, Wong Ouais, c'était ça, Wong, c'était une société coréenne, je crois. Ils sont tous dedans. Il y a tout le monde. Mais comme les Tiny Toons et les Animaniacs, c'était déjà le cas, mais là il y a vraiment tout le monde, quoi. Sur l'animation, on retrouve quand même le chara design de Batman. Totalement, ouais. Complètement. C'est surtout, je sais pas si tu te rappelles du personnage de la copine de Freakazoid. Non. C'est une blonde, et en fait, c'était Harley Quinn quand elle est pas maquillée dans Batman. Ah, donc blonde, les yeux en amande mais un peu gros, etc. C'est exactement le même personnage. Après, on reste sur, contrairement à Batman, on a des personnages qui sont plus stylisés dans leur apparence, mais par contre, moi je trouve que c'était une belle animation. Ah, mais ils avaient intérêt, ils avaient tout le monde, tous les studios d'animation ont travaillé sur ça, donc ils avaient intérêt, hein. Donc après, Freakazoid, sur le fond, c'est pour moi ça existait déjà dans les Animaniacs, mais là, je pense que c'est poussé au maximum. C'est le loufoque à l'excès. Moi, j'ai adoré. Mais je pense qu'une des raisons pour lesquelles ça n'a pas... C'est le dernier de la classe, c'est qu'il était en avance sur son temps, sur ça. Donc, il y avait des moments où on avait tout simplement des coupures en plein milieu du truc pour faire une référence très méta. Donc, par exemple, un personnage, personnage de talk show qui se met à parler et à raconter un truc qui n'a rien à voir avec l'épisode et qui ne te retire pas du dessin animé, mais quand on y pense, un enfant peut-être ne va pas comprendre en fait la blague. Moi, à l'époque, je trouvais ça marrant, mais je pense que déjà, j'avais peut-être un peu plus... j'étais pas je devais avoir 12-13 ans, quoi. Mais un enfant de 8-7 ans comprendrait pas du tout ce genre de choses, quoi. Donc moi, ça me faisait rire à l'époque. Maintenant, en étant adulte, c'est encore plus hilarant, tous ces passages-là. Mais pour un enfant, je pense que le dessin animé était
méta à l'excès. Moi, je dirais pas. Tu sais quoi, j'ai pas le même point de vue sur toi sur le pourquoi ça n'a pas marché. Alors, c'est vrai qu'on précise pas, mais c'est pas que ça n'a pas marché, Freakazoid, c'est que faut bien comprendre que Tiny Toons et Animaniacs, c'est des rouleaux compresseurs. On n'a jamais vu ça. C'est des monstres, en fait. Enfin, surtout les Animaniacs. C'est vraiment des trucs qui ont duré très, très longtemps. Bon, en fait, si, les Tiny Toons aussi, puisque je crois qu'il y a eu des adaptations ciné, peut-être en tout cas long métrage, téléfilm, potentiellement. Donc, tu as parlé de Minus et Cortex, le spin-off. C'est monstrueux, les Animaniacs, enfin les Tiny Toons et les Animaniacs. Freakazoid devait être aussi monstrueux que ça. Ça n'aura duré que 2 ans. Et comme j'ai dit, ça devait faire un lien. Mais c'est pas parce que ça devait faire un lien que ça devait s'arrêter aussi vite. Voilà. De mon point de vue, si ça s'arrête aussi vite, c'est parce que justement, ça n'est pas Paul Dini et Bruce Timm qui font ça. D'accord. De mon point de vue, c'est comme si on avait essayé de faire entrer un rond dans un carré. Le personnage, il n'a pas été conçu de cette manière-là. Nous, on le sentait pas parce que c'est fait, je le reprécise, c'est fait par une équipe extrêmement compétente. Tom Ruegger, c'est pas n'importe qui. C'est pas une machine à fric non plus, faut pas déconner, parce qu'il a pas fait des milliards de trucs, mais il a bossé sur plein de trucs à succès. Attention, il est toujours là. Il a fait La Famille Loud, qui est un carton aussi à l'heure actuelle. Non, mais je parle à l'époque. Ah oui, à l'époque, oui, d'accord. Ouais. Parce qu'à l'époque, il est concentré sur les Animaniacs, il est concentré sur des. Je crois qu'il fait des épisodes de Scooby-Doo. Oui, c'est ça, je crois. Mais non, le mec, c'est ce que je dis. C'est des gens compétents qui font ça. Tu vois, je reprécise, il y a Amblin, il y a tous les studios d'animation les plus forts du moment qui ont été donc lancés avec le revival des dessins animés. Tout est fait pour que ça fonctionne. Donc nous, on le sentait pas. Et nous, on adorait. Et franchement, parmi tous les dessins animés qu'on traite dans ce podcast, je pense que c'est un des rares que je cherchais à regarder. Tu vois, c'est pas juste je le regardais parce qu'on les a tous vus et parce qu'on les a tous regardés, mais je cherchais à regarder Freakazoid. Mais de mon point de vue, c'était extrêmement qualitatif. Si ça s'arrête, c'est parce que je pense que c'était pas conçu comme ça à la base. Et que le fait que Bruce Timm se barre, sachant que il se barre, mais parce qu'en fait, comme j'ai dit, Batman, ça continuait. Eux, ils faisaient encore Batman, ils étaient sur le point de lancer la Justice League, etc. C'est que je pense que le dessin animé ne devait pas ressembler à ça, et parce qu'il ne devait pas ressembler à ça, on voit bien qu'il part dans toutes les directions. Et je pense que c'était le truc, c'est que je pense que la plus grande force de Freakazoid, c'était aussi sa plus grande faiblesse. Je pense que ça démontre que les mecs ne savaient même pas ce qu'ils étaient en train de faire avec le personnage. Parce que tu vois, c'est plus ou moins volé à une bande dessinée qui existe, qui est pas si vieille que ça. C'est produit par un génie, réalisé par un mec qui fait que des succès, et chara-designé et conceptualisé par 2 génies qui ont travaillé sur Batman, enfin qui ont fait Batman. Je pense que ça n'aurait pas dû ressembler à ça. Et si ça avait été ce que Paul Dini et Bruce Timm souhaitaient à la base, je pense qu'ils auraient pu tenir le truc beaucoup plus longtemps. Parce que là, comme tu l'as dit, c'est n'importe quoi. Vraiment, c'est n'importe quoi. C'est génial, mais c'est n'importe quoi. C'est ça. C'est génial, mais c'est n'importe quoi. Il y a 2-3 petits trucs que je voulais mentionner. Peut-être tu voulais dire un peu plus sur Freakazoid en général, ou... Je t'en prie. Donc, il y avait aussi des espèces de mini-segments qui passaient des fois. Oui. Et il y en a qui, moi, m'a tué. Je me rappelle maintenant. C'était Fat Man et Boy Muffler. Oui, c'était très drôle. Mais pour moi, c'était excellent. Alors, le contexte, c'est 2 super-héros. Enfin, un super-héros et son sidekick, qui sont gros. Ils sont gros. Ils sont pas fit. Et du coup, leur intervention échouait chaque fois. Parce qu'ils peuvent pas courir derrière les... C'est pas des bandits. Ils n'étaient pas contre des bandits, mais c'était des petits bullies, des choses comme ça. Et donc, ils sont vraiment à la ramasse, quoi. Mais c'était génial, ça m'a tué. Il y en avait d'autres. Il y avait... tu vois qu'ils faisaient n'importe quoi. En fait, ils tentaient des trucs. Ouais, c'est ça. Et mais celui-là, spécialement, m'est resté en mémoire parce que j'ai tellement rigolé sur celui-là. Et il y avait aussi une chose que j'ai remarqué dans le dessin animé, mais j'ai pas fait attention à l'époque.
et c'est en faisant les recherches pour le podcast que j'ai appris ça, c'est qu'il y avait un personnage qui s'appelait Emmett Nervend. Et en fait, ce personnage était dans tous les épisodes. Ah si, moi je l'avais repéré ce truc. Je l'ai vu, Ouais. mais je me suis pas rendu compte déjà qu'il était dans tous les épisodes. Ah ouais, ok. Et en fait, il s'agit, dans la première saison, à chaque fin d'épisode, on te disait combien de fois il apparaissait dans l'épisode. Et donc, en gros, c'était un peu le jeu des téléspectateurs qui avaient compris ça. C'était de trouver le nombre de fois qu'on voyait Emmett, ce mec super creepy là, dans les épisodes. Donc, des fois, on le voyait en premier plan, Ouais. mais des fois, il était juste caché. Et j'ai vu, sur certains épisodes que j'ai revus, qu'il apparaissait même en presque, comment dire, en séquence super courte, quoi. Il apparaît, il disparaît. Donc c'était un peu le truc que j'avais pas. Je me rappelle du personnage, je me rappelle l'avoir vu, mais j'avais pas fait attention qu'en fait il était présent dans tous les épisodes et qu'en plus de ça il était présent plusieurs fois dans chaque épisode et que c'était un peu la running joke de ce cartoon. Donc c'était un peu le Où est Charlie de Freakazoid. On peut dire que... Alors, il n'y a pas vraiment de tentative de revival de Freakazoid parce que visiblement Spielberg n'en parle pas et il n'a pas l'air d'être chaud. Puis je pense qu'en fait, il s'en fout. Yes. Mais il y a eu plus ou moins des demandes, on va dire, un peu appuyées suite au revival de... C'est les Tiny Toons, je crois, qui sont venus. Il y a eu les... Non, ils ont refait. Hein, c'est les Animaniacs, je crois, qui voulaient relancer. En fait, c'est posé la question de refaire Freakazoid. Apparemment, c'est pas prévu. Je dirais pas que c'est dommage parce qu'en fait, moi, je m'inscris pas dans le côté nostalgie à ce point-là. Genre, ramenez-nous ça, ça pourrait être marrant. Parce que, comme j'ai dit, je pense que c'est intimement lié à son époque, Freakazoid. Il faudrait tout réécrire. Ouais, tu fais pas ça en 2024, c'est pas possible. Et je pense que même sur le format, ça pourrait pas être le même. S'il était à refaire, je pense que dans ce cas-là, il faudrait aller vraiment dans un délire façon Animaniac où ils sont presque présentateurs de l'émission. Ah ouais, et quoique, tu sais, enfin, ce serait complètement dans l'air du temps, hein, de refaire un truc méta, mais du coup, ça serait même pas décalé. Les gens feraient juste, oui, bah, c'est méta, quoi. C'est ça. Comme à peu près tout ce qui sort. Donc, pas vraiment d'intérêt, mais non, c'est surtout sur le concept, comme j'ai dit, en fait, il faut vraiment avoir vu pas mal de productions de cette époque-là pour se rendre compte que le Freakazoid, c'est complètement... ça vient complètement de ces années-là, quoi. Ouais. Comme j'ai dit, si vous n'avez pas vu... pas à la suite, mais tu vois, si vous n'avez pas vécu avec une ambiance où c'est normal de regarder Chérie, j'ai rétréci les gosses, si vous n'avez pas Tron dans votre bagage, si vous n'avez pas l'aventure intérieure c'est Joe Dante aussi, l'aventure intérieure, mais c'est pareil, c'est les années 80, tu vois. Comme j'ai dit, en fait, ils sont allés piocher des références, mais des références à eux de quand ils étaient un peu plus jeunes. Ça ressemble vraiment à tout ça, quoi. Et je pense qu'aussi, c'est pour ça que c'est cool. C'est que c'est des trucs qui ont été digérés par une équipe compétente. Ouais. Là, le délire de rentrer dans un ordinateur. Enfin, tu vois, c'est quand même... Enfin, je parle de l'aventure intérieure, c'est quand même c'est un des scripts les plus chelous du monde, quoi. Tu vois, on va te rétrécir et on va t'envoyer dans le corps d'un gars, tu vois. Oui, tu fais ça dans les années 80. Alors, je dis pas que tu peux pas le faire aujourd'hui, mais je dis juste qu'il y avait une ambiance où... on allait explorer ce genre de trucs, en fait. On allait vraiment explorer ce genre de trucs. Et là, aujourd'hui, on explore le méta et le fait de cracher sur absolument tout ce qu'on fait parce que c'est fun, visiblement, de cracher sur tout ce qu'on fait. Ce qui ne se passera pas ici. Non. Même si on traite de dessins animés pas ouf. Ah, Transformers. Il y a une chose qui m'a quand même impressionné, puisque moi, j'avais entendu parler de Paul Dini, évidemment, de Spielberg. Mais Bruce Timm, son CV... Il est fou, hein. Mais c'est incroyable. Tous les décès là, qui sortent chaque année et qui sont fous, c'est lui. Non, je n'étais pas du tout au courant. Et j'ai vu son CV et je fais, C'est un colosse, en fait, Bruce Timm. C'est un vrai colosse, mais les deux, au final, parce que les deux se sont bien trouvés, hein. Et ils se sont bien trouvés avec la productrice aussi, comme j'ai dit, le fait d'avoir les mains à ce point-là libres
de faire ce qu'ils voulaient parce que de l'autre côté, les Animaniacs sont en train de... Enfin, les Tiny Toons, pardon, sont en train de faire des dégâts considérables avec une rentrée d'argent assez dingue. Oui, tu vois, le petit studio d'à côté, on peut le laisser tranquille, mais tu vois, c'est pareil, ça, c'est le genre de truc où les astres se sont alignés pour que tout se passe bien, quoi. Mais après, les mecs sont extrêmement talentueux. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter? Non. À part que Freakazoid, c'est un dessin animé génial. Pour ceux qui ne connaissaient pas, ou pour ceux qui connaissent d'ailleurs, je vous conseille d'aller le revoir ou de le voir pour la première fois. Vous allez passer un bon moment. Je suis assez d'accord. Parce que comme j'ai dit, de toute façon, c'est des gens compétents qui ont mis l'énergie. Et le seul bémol que je me dois de mettre, c'est sans vouloir me répéter, mais je pense que le dessin animé n'aurait pas dû ressembler à ça. Je pense qu'on est passé à côté de quelque chose d'assez fou, en réalité. Parce que, comme j'ai dit, il devait y avoir des blagues, malgré tout. Mais ça ne devait pas ressembler à ça. Et donc, mes succès. Mais c'est pas grave, c'était 2 belles années. Et puis, combien de dessins animés on a traités qui ont duré plus de 2 saisons? Pour l'instant, pas, je crois. Si, Non. si, Qui? les kangourous. Non. Mais non, les spin-offs, ça compte pas. Ah, je me rappelle plus de l'info, vas-y, je te l'accorde. Merci West. Merci à toi, Toki. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Ça arrivera vite, promis juré. Calmez-vous. Ciao. Ciao. Bon, merci. Au revoir. This has been Frenching with Freakazoid.